passer alors sans plus tarder la parole à Monsieur Porcher. Donc, merci beaucoup. C'est toujours très difficile de passer derrière Monsieur Malti parce que mon intervention se réduit et à chaque fois je barrais les petits trucs. Mais bon, on va quand même parler un petit peu du gaz de schiste. Bon, sur la situation algérienne, je pense que je ne peux pas mieux la connaître que vous et que M. Malti, mais on va quand même refaire un petit topo. Je vais essayer d'ajouter des choses un peu différentes à la présentation de M. Malti. Alors, le gaz de schiste, ça a été un succès. Je ne sais pas si on peut appeler ça un succès, mais ça a été un succès quand même un petit peu aux États-Unis, mais il y a un envers du décor qu'il faut connaître. Alors, bon, les États-Unis ont eu quand même des conditions particulières pour développer la production du gaz de schiste. Ça ne s'est pas développé comme ça par le jeu du marché. Il y a eu une véritable volonté politique derrière. Et la première volonté politique, ça a été de changer complètement le code minier, de faire en 2005 ce qu'on appelle l'Energy Policy Act, qui a été impulsé par Bush, et qui disait, grosso modo, que les compagnies étaient exonérées d'un certain nombre de règles environnementales, notamment le Clean Water Act, donc qui leur permettait d'aller forer et de faire de la fracturation hydraulique, et qui donnait aussi aux compagnies des exonérations fiscales et des avantages en termes de financement. C'est ça qui a permis de rendre rentable le pétrole et le gaz de schiste. Alors avec ces conditions-là, les compagnies américaines y ont été plein pot, et là on a eu... on voit le résultat aujourd'hui. Ils ont mis 4 millions de barils de plus sur le marché. Ils ont baissé le prix du gaz, a été divisé par 3 aux États-Unis, mais au prix d'un forage intensif, un forage énorme. Vous avez en tout, si on prend pétrole et gaz de schiste, contrairement à l'étude du MIT qui l'a fait que sur 20 000, mais si on prend tout, vous avez 150 000 puits en activité aux États-Unis. 150 000 puits, c'est plus que dans tout le Moyen-Orient. Si vous voulez un ordre de grandeur, et de puits de gaz et de pétrole en prenant tout en compte, conventionnel, non conventionnel, gaz de couche, tout taille de gaz, etc., tout compris, vous avez 1 million de puits en activité aux États-Unis. Le simple Colorado, par exemple, vous avez 60 000 puits en activité, c'est plus que dans tout le Moyen-Orient, juste au Colorado. Donc l'envers du décor du succès américain en termes de baisse du prix du pétrole et de baisse des prix du gaz, c'est le forage intensif. Et d'ailleurs, comme l'a dit M. Malti, le problème avec le gaz et les pétroles de schiste, c'est que la durée de vie d'un puits, c'est 5 ans, avec une forte décroissance au bout de 2 ans. Vous avez 80%, comme vous fracturez, vous cassez, 80% qui sort. Et ça décroît très rapidement. Alors qu'un puits conventionnel, vous avez une durée de vie de 25-30 ans, avec le même montant, une production constante sur 25-30 ans. Donc si vous voulez maintenir une production de pétrole de schiste ou de gaz constante, il faut forer chaque année quasiment le même nombre de puits que vous avez foré l'année précédente. Aujourd'hui, la production américaine, j'entendais tout à l'heure votre discussion, elle continue à planer parce qu'il y a une mise en production. On arrivait à la fin d'un investissement en exploration qui a été mis sur le marché, mais là, tout le monde pense, tout le monde s'accorde pour dire qu'à partir de septembre, effectivement, comme le rythme de forage est moins élevé que l'année précédente, la production américaine devrait s'affaisser. Donc la différence avec du conventionnel, c'est qu'il va falloir forer beaucoup. Alors, forer énormément. Alors au début, on parle souvent de... Vous regardez au Royaume-Uni, ils leur ont dit... Au Royaume-Uni, c'est un exemple qui est assez marrant parce que on voit que maintenant le foutage de gueule est international et qu'il n'a plus de frontières. Avant, il avait quelques frontières et moi, je les ai toujours dénoncées. J'avais écrit un livre qui s'appelait « Un baril de pétrole contre 100 mensonges » où je dénonçais le foutage de gueule de Total avec les pays africains, notamment le Congo et le Gabon. Mais maintenant, ça n'a plus de limite parce qu'au Royaume-Uni, il y a une petite ville qui s'appelle Blackpool. Alors, ils leur ont dit, oui, le gaz de schiste, on va donner des conditions fiscales pour qu'on puisse forer. Les habitants qui sont assez... anglo-saxons, donc souvent assez proches des Américains dans leur position, étaient assez d'accord au départ. Puis là, on leur a donné le plan de forage, 3000 puits, puis maintenant, ils sont tous contre. Voilà, 3000 puits à Blackpool. Donc, voilà, en France, on estime par exemple qu'il y aurait au départ à peu près 15 000 puits à forer en France. Voilà. 15 000 puits, c'est quand même beaucoup. Je crois qu'en Arabie Saoudite, selon les sources de Total, quand on discute, il y aurait 20 000 puits en activité. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre de grandeur. C'est quand même énorme. Alors, c'est parce que justement, il y a cette multiplication de forages que le risque augmente. Parce que s'il y avait 15, 20 ou 30 puits, alors il y a peut-être un faible pourcentage qu'il y ait d'erreurs. Mais là, vous avez une centaine, des milliers de puits. Donc, il y a un risque fort. Et aux États-Unis, il y a un certain nombre d'études scientifiques. Alors, j'aime bien dire études scientifiques parce que quand ce sont des études qui sont faites par un cabinet de conseil, SIA Conseil, qui a ses principaux clients, qui sont des entreprises pétrolières,
il fait toujours des études très rapides où il te dit que c'est très bien. Un article scientifique, vous avez toujours un comité de lecture indépendant qui vérifie les chiffres, les données, les calculs, etc. Donc vous avez quand même on peut se tromper, mais vous avez quand même des barrières qui évitent de se tromper. C'est pas pareil que quand c'est un petit cabinet de conseil qui fait ça. Et donc là, vous avez des articles scientifiques qui sont assez intéressants. Par exemple, l'université de Duke a montré qu'en Pennsylvanie, elle a publié dans la revue de l'Académie des sciences américaines, il y avait eu des eaux qui avaient été polluées. Donc on a la preuve, contrairement à ce que disent les industriels, des preuves scientifiques, qui font partie de la littérature scientifique, qu'en Pennsylvanie, la fracturation hydraulique a entraîné une pollution des eaux. Point barre. Voilà. Ça a existé, c'est prouvé scientifiquement. Il y a une étude de l'Université du Colorado qui a été publiée, qui a montré que des populations qui vivaient sur 800 mètres, 805 mètres, un demi-miles, donc, parce que c'est les méthodes utilisées aux États-Unis, avaient plus de risques de développer des cancers et des maladies respiratoires quand ils vivaient autour d'un forage de gaz de schiste ou de pétrole de schiste. Pareil, ça fait partie de la littérature scientifique. Moi, j'étais au débat national de la transition énergétique en France. J'ai présenté ces résultats. La salle a un peu rigolé en disant « Oh là là, 800... » Donc, vous voyez, on voit quand même qu'il y a toujours un déni. Alors, j'ai juste dit, et j'ai représenté même ces résultats au conseil régional de Lille, j'ai juste dit, ce sont des résultats scientifiques, il faut qu'ils soient dans les rapports. Parce que là, vous connaissez, il y a un risque, il faut que ce soit mis dans le rapport. Alors, ça ne sert à rien de rigoler, de faire... Voilà. Donc, on sait très bien que ces risques existent, ils font partie de la littérature scientifique, ils doivent être présentés, ils doivent même être divulgués aux populations avoisinantes. Par exemple, dans le cas de la France, les risques de cancer ont été faits au Colorado. Au Colorado, vous avez 15 habitants au kilomètre carré. En France, où ils voulaient faire du pétrole de schiste, dans le 77, vous avez 250 habitants au kilomètre carré. Donc, s'il y a un risque de cancer, les populations doivent le savoir. Voilà. Alors, Inch'Allah, il y a peut-être plus d'espace, mais bon, ça doit quand même être... on doit le savoir. Ensuite, ce qui a été marrant, c'est que le Québec, le Canada, qui avait un petit peu de retard sur les États-Unis, mais qui maintenant se lance aussi dans le gaz et dans le pétrole de schiste, avant de se lancer, le Québec a fait une analyse pour savoir qu'est-ce qu'il y avait justement avant cette étude-là, dans la littérature, sur les impacts de santé, les impacts des défilés de camions, enfin, les impacts pour les populations avoisinantes. Et le rapport qui a été fait par le Québec, qui est un rapport public, la conclusion était simple, c'est que avant l'exploitation du pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis, aucune étude d'impact sur les populations n'a été réalisée. Voilà. C'était ça la conclusion du rapport qui a été fait au Québec. Donc il y avait vraiment de quoi douter. Alors pourquoi ça s'est développé, vous allez me dire, ça s'est développé tout simplement parce qu'on le voit bien dans des films qui sont sortis aujourd'hui, comme Promised Land avec Matt Damon, mais on le sait très bien, mais on le voit bien dans ce film-là mieux que jamais, c'est qu'aux États-Unis, en fait, les fermiers pouvaient vendre leur sous-sol à des compagnies pétrolières et toucher une rente. Et donc au début, vous allez dans des zones qui sont dévastées, vous vendez ça, on leur promettait $1 million, mais parce qu'on leur promettait, on le voit bien dans le film, on leur promettait $1 million parce qu'on leur disait que la durée de vie du puits allait durer 25 ans. Donc ils devaient gagner $50 000 par an sur à peu près 20 ans, 25 ans, ils devaient dépasser le $1 million, sauf qu'au bout de 5 ans, il n'y a plus rien. Donc en général, les 2 premières années, ils touchaient à peu près 50, 60 000 $, et puis à la fin, ils touchaient 20, 30, 10 et 0. Et là, on leur disait, bon, on va revenir fracturer. Et aujourd'hui, il y a eu tellement même des effets négatifs que même certains, dans certaines zones où il y a du pétrole de schiste, même des fermiers, alors qu'ils sont pauvres, alors qu'ils sont touchés par plein, ils refusent parce qu'ils se rendent compte que le gain est beaucoup plus faible que les impacts négatifs en termes de baisse du prix de l'immobilier, en termes de santé, etc. Donc ça, il faut le dire. Alors, face à ce miracle pour certains, parce que pour certains, ça c'était un miracle, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, l'Europe, qui aujourd'hui n'a plus d'autre idée que de seulement suivre les États-Unis, parce que c'est ça aussi, il faut le dire, s'est dit, tiens, le miracle à la crise économique européenne, c'est le gaz de schiste. Alors on l'a vu, ce débat en France, mais on l'a vu dans l'Europe entière, et on le voit au Parlement européen, quand vous suivez les débats, ce serait cette nouvelle manne qui relancerait l'emploi, qui relancerait la compétitivité, qui nous permettrait d'être indépendants des Russes, enfin, tout y passe, quoi. Pour promouvoir le gaz de schiste, tout passe. Ça fait quand même des années qu'on est dépendant du gaz algérien, du gaz du Pays-Bas, du gaz de Norvège, du gaz de la Russie, qu'on importe la totalité de notre pétrole, et puis aujourd'hui ça devient très dangereux. Et il faut, pour répondre justement à cette dépendance que l'on a à peu près depuis 50, 60 ans, il faudrait développer le pétrole et le gaz de schiste, parce qu'on est quasiment sûr que là, on pourrait d'un seul coup produire en France 2 millions de barils par jour, qui est à peu près ce que l'on a besoin. Donc on produirait le Koweït, l'équivalent du Koweït en France, grâce au pétrole de schiste. Bien sûr, vous imaginez que c'est un petit peu simple comme raisonnement et que probablement on produirait beaucoup moins et qu'on aurait toujours besoin d'importer. Bon, alors bref, quoi qu'il en soit, ça, dans la tête de certains politiques, ça a très bien fonctionné. Et donc la Pologne, qui dépend d'une grosse partie du gaz russe, s'est dit « Ouh là là, attention, le gaz de schiste, ça va être ma solution ».
je vais pouvoir renégocier mes contrats avec la Russie, je vais pouvoir être indépendant, etc. Les États-Unis leur avaient annoncé 5 000 milliards de mètres cubes de réserve, c'était donc la première réserve européenne. Et d'ailleurs, l'Institut de géologie polonais était très surpris parce que lui, il ne l'estimait qu'à 2 000 milliards. Mais bon, c'est pas grave. Et puis finalement, comme vous l'avez dit, à la fin, il y en avait 10 fois moins. Et d'ailleurs, Exxon et Total ont quitté la Pologne. Et les pauvres Polonais ne pourront jamais renégocier leur pétrole avec la Russie. Et bon, il faut qu'ils passent à autre chose, quoi. Enfin, ce ne sera pas la solution en tous les cas pour le faire. Chez nous, on aurait les deuxièmes réserves en France. Hein. Alors, on ne sait pas, mais on aurait les deuxièmes réserves selon les Américains. Et puis, comme vous l'avez dit, les Algériens auraient les premières réserves, parmi les premières réserves en Afrique, 18 000 milliards, vous avez dit, de mètres cubes. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que ça me fait penser, moi, vous savez, quand vous annoncez c'est ce qui s'est passé déjà dans des pays pauvres ou que j'avais analysé au Congo, c'est que vous annoncez toujours des réserves énormes parce que ça vous permet d'accélérer tous les processus de décision politique. Alors là, vous pouvez avoir des contrats de partage de production extrêmement faibles avec les États, parce que vous leur dites qu'il y a énormément, donc même si tu touches une petite redevance, tu en auras beaucoup. Tu vois, ça passe plus rapidement, ça excite tout le monde. Il y a une asymétrie d'information, mais ça excite tout le monde. Donc les processus politiques font que ça va très vite, comme en Pologne. Alors là, il faut y aller plein pot. Et puis à la fin, bon, si on trouve peu ou pas, on dit à l'État, il y en a moins que prévu, mais tu vas toucher une faible redevance, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Tu as déjà signé le contrat de partage de production. Donc on arrive dans finalement une situation que l'on connaît déjà très bien, quoi, qui s'est déjà passé au Congo, qui s'est passé au Gabon, dans tous les pays où il y avait cette asymétrie d'information entre des compagnies et des États. C'est pas trop le cas de l'Algérie, parce que l'Algérie a une vraie histoire pétrolière et gazière. C'est pour moi plus le cas de la France, parce que je ne connais pas aujourd'hui un institut public qui serait capable de contredire Total. Même l'IFP, qui souvent bosse un peu pour Total, mais bon, n'en parlons pas. Mais l'IFP n'a pas une foreuse, personne ne peut contredire aujourd'hui des informations qui seraient données par une compagnie privée. Et d'ailleurs, il y avait un rapport qui avait été rendu à l'ancienne ministre Nathalie Kosciusko-Morizet, qui avait été fait par un juriste, Arnaud Gossman. Et pareil, le rapport disait le droit minier en France est un droit sans juriste. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun juriste qui serait capable de faire un code minier extrêmement intéressant. Et face à ça, vous avez des compagnies comme Total ou d'autres qui ont l'habitude de signer, de négocier des contrats, etc. Donc qui ont une expérience. Donc vous voyez que même dans ce cas-là, la France serait dans une situation très désavantageuse, comme d'autres pays d'ailleurs. C'est moins le cas de l'Algérie, sauf qu'en Algérie, moi je suis assez d'accord, c'est que les intérêts entre ce que veut la compagnie et ce que veut l'État algérien et pas le peuple algérien sont alignés. Donc bon, là on est dans une situation où voilà, Total veut aller forer, les dirigeants veulent récupérer la rente de Total, donc voilà, ça va pas alors que normalement l'État devrait être contre la compagnie qui veut explorer pour avoir une plus grosse part de la rente quand la compagnie vient explorer. Alors, il y a une chose aussi qu'il faut savoir, c'est que pour que le gaz de schiste soit avantageux et que même le pétrole de schiste soit avantageux aujourd'hui dans un contexte où les prix sont bas, il va falloir que les normes de production soient plus faibles. Plus vous avez des normes de production, des normes de protection environnementale élevées, des standards élevés, plus le coût d'extraction est élevé. Et plus ce coût d'extraction est élevé, moins la rentabilité est forte pour celui qui produit du pétrole et du gaz de schiste. Vous voyez, aux États-Unis, ils ont eu cet avantage législatif, comme je l'ai dit. Ils ont aussi une capacité de forage. Ils sont quasiment en monopole dans la capacité de forage au niveau mondial, 60 à 80% des capacités de forage. Tout ça fait qu'ils ont des conditions particulières. En Algérie, au prix actuel du pétrole, vous imaginez que si les standards proposés par l'État algérien en termes d'environnement, on en parlait tout à l'heure, sont faibles, les compagnies ne vont pas se gêner pour faire ça, comme vous l'avez dit, avec la nappe de plastique, où on balance tout comme ça dans le désert. Si personne ne se plaint, tant pis, et tant mieux, parce que s'il fallait justement des règles contraignantes en termes d'environnement, et ben ça augmenterait le coût, ça rendrait encore moins rentable l'extraction du pétrole ou du gaz de schiste en Algérie. Donc les compagnies ont tout intérêt à négocier pour qu'il y ait des normes extrêmement faibles, des normes environnementales, des standards extrêmement faibles pour que ça devienne rentable. Il y a une articulation entre le coût d'extraction, les normes et la rentabilité du gaz de schiste. Alors face à ça, on a eu dans le monde entier, et ça vous l'avez dit, un soulèvement citoyen, que ce soit en Angleterre, en France, en Pologne, en Bulgarie, maintenant en Algérie, c'est assez... Au Danemark aussi en ce moment, où il y a des gens qui se mettent devant les forages de Total, il y a eu en Argentine, partout, il y a eu un soulèvement citoyen, parce que personne ne veut de ces forages. D'ailleurs, même le patron d'Exxon n'en veut pas, parce que le patron d'Exxon qui fait la promotion du gaz de schiste partout, sauf chez lui, parce qu'on a installé
un réservoir d'eau pour la fracturation hydraulique, et, alors qu'il a un ranch qui coûte plus de 10 millions d'euros, hein, donc ça ne doit pas être un petit ranch, il s'est opposé à ce que l'on mette ça ici pour le défilé de camions parce que ça allait le déranger. Donc voilà, même lui, dans sa commune, chez lui, alors il s'oppose à ce qu'il y ait quoi que ce soit qui ait à voir avec un forage. Donc on voit bien que personne ne veut ces forages. Et d'ailleurs, il y a même un phénomène qui s'appelle Not in my backyard, qui est né dans le monde entier. Et on comprend pourquoi. Alors, ce qui est marrant, c'est que, vous l'avez dit, et moi j'ai vu ça aussi en France, c'est que les citoyens sont devenus hyper informés sur ces faits. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec vous, là. Les citoyens d'Insala ont une connaissance extrêmement forte, et ils ont même pu contredire ce professeur, ce géologue qui avait été mandaté pour leur expliquer que c'était extrêmement bien la fracturation hydraulique. On a vu la même chose en France. En France, on a des citoyens qui sont extrêmement informés, qui vont lire les rapports, qui creusent, etc. C'est assez impressionnant, et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est mieux que les citoyens soient informés. On se rend compte aussi qu'il y a une très forte pression des lobbies. Alors, vous l'avez bien expliqué en Algérie, on l'a eu aussi un petit peu chez nous. Il y a eu on le voit tous les jours à Bruxelles, mais on l'a eu aussi chez nous avec des débats qui ont été transformés. Alors, au début, il y a eu ce soulèvement citoyen chez nous, parce que ça s'est passé comme en Algérie, en fait. Il y a eu l'État qui a donné des permis comme ça sans prévenir personne, en leur disant, voilà, tu as des permis près de chez toi. Les maires n'étaient même pas au courant. Les maires du Gard, de l'Ardèche n'étaient même pas au courant. Les compagnies se sont installées, et là les gens ont dit, qu'est-ce qui se passe? On s'installe à côté de chez moi. Ils ont commencé à se révolter, etc. De la même façon qu'en Algérie. Et au début, la première chose, ça a été de faire de la pédagogie, comme en Algérie, c'est-à-dire d'envoyer des gens de Total, d'envoyer des gens qui allaient expliquer que ça allait être génial, que c'était pas grave, que c'était sûr, qu'il n'y avait pas de problème, qu'on pouvait boire l'eau après, que limite la fracturation hydraulique utilisait des produits qui étaient complètement biodégradables. Enfin, tout était génial, quoi. Il n'y avait aucun souci, qu'il n'y avait jamais eu de risque aux États-Unis, que c'était une mauvaise information, que le lobby des écologistes ou je ne sais pas quoi était extrêmement fort. Enfin, c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et puis ça n'a pas fonctionné. Les gens ne voulaient pas entendre, comme à Insala. Alors la deuxième chose qu'on a eue en France, je ne sais pas si vous l'aurez en Algérie, mais nous, c'était de convaincre ceux qui n'étaient pas concernés par le gaz de schiste, c'est-à-dire les Parisiens, les autres, en leur disant que le gaz de schiste, ça va relancer l'économie, ça va relancer l'emploi, qu'il faut y aller, C'était une façon d'aller convaincre les autres. Ça a pris un petit peu, mais ça n'a pas pris complètement, parce que, voilà, je pense que partout, que ce soit en France, que ce soit encore une fois en Pologne, ou même en Algérie, les gens se disent que, voilà, c'est le truc de trop, quoi, que c'est... On peut plus... Enfin, les gens ne croient plus à ça, quoi, voilà. Je pense qu'en Algérie, ils ont eu une rente pétrolière pendant des années, énorme, ça leur a pas apporté le bonheur que cette rente, enfin les promesses de cette rente ne leur ont pas apporté le bonheur, et là on va leur dire on va rajouter une rente venant du schiste, et vous allez voir ça va aller un peu mieux. Enfin, tout le monde a compris que cette rente, voilà, elle était captée par un petit nombre de personnes, et que le reste en profitait beaucoup moins. Donc c'était pas la solution, et que finalement, je connais moi aucun pays dans le monde qui arrive à être heureux avec une rente pétrolière. Il y en a peut-être deux, on les connaît, on en parle tout le temps, c'est le Qatar et les Émirats, peut-être le Koweït à les trois, mais c'est une population extrêmement faible qui en profite, avec une rente pétrolière extrêmement abondante. Même l'Arabie Saoudite, qui a 25 millions d'habitants, il y a une partie de l'Arabie Saoudite qui n'arrive pas à profiter de la rente. Il y a un effet de ruissellement qui est très mauvais. En haut, on en profite beaucoup, à la fin, on en profite moins. Donc si vous avez des conditions extrêmement... L'Algérie, il y a quoi, 35 millions d'habitants, 40 millions d'habitants, avec une rente pétrolière beaucoup plus faible. Donc voilà, on sait très bien que ce n'est pas ça la solution. Et quand même, je pense que c'est l'inverse. Je pense que s'il n'y avait pas eu de rente, l'Algérie se serait développée beaucoup plus rapidement. C'est un point de vue personnel. Donc voilà, pour conclure, et on passera aux questions parce que c'est plus intéressant, c'est... Voilà, on a affaire vraiment à quelque chose de nouveau là, je pense, et qui est intéressant et qui se passe dans tous les pays. C'est cette opposition citoyenne qui dépasse en fait les niveaux de développement, de richesse, qui dépasse tous les... Enfin, voilà, il y a une opposition citoyenne qui dépasse vraiment tous les clivages qu'on aurait pu avoir. Elle se passe en Algérie à Insala, elle s'est passée en France dans le Gard, elle s'est passée à Balcombe dans un endroit très riche au Royaume-Uni, elle se passe en Bulgarie, en Pologne chez des paysans, elle se passe à Copenhague. Partout il y a une opposition. Voilà, parce que les gens se disent, bon, c'est le truc un petit peu de trop, quoi. Jusqu'où on va aller chercher ces énergies, parce que c'est de l'énergie extrême, jusqu'où on va aller? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas... Parce que finalement, derrière ça, moi je pense, enfin, c'est mon sentiment personnel, c'est qu'il y a un petit peu toutes les promesses non tenues de la mondialisation, derrière tout ça. On nous a dit pendant très longtemps, voilà, la mondialisation c'est génial, tout le monde va être heureux, et aujourd'hui on se rend bien compte que derrière ça, il y a vraiment un problème de partage. En termes d'alimentation aujourd'hui, on produit de quoi nourrir 12 milliards d'individus. Or, on est 7 milliards et 1 milliard crève de faim. Donc on voit bien que la mondialisation n'a pas répondu finalement
à ce qu'elle nous disait, ce que nous disait Alain Minc dans les années 90, où on allait tous être heureux, que ça allait être génial, etc., qu'on pourra nourrir le... C'est faux, ça ne s'est pas passé comme ça. Et aujourd'hui, aller chercher du pétrole, du gaz de schiste en disant que c'est génial, que c'est la seule solution, qu'on n'a pas autre chose à faire que pour que le système qui est à bout de souffle continue à fonctionner, la plupart des gens disent bah non, c'est pas du tout ce qu'on veut. Et ça, moi, je pense que c'est un bon premier pas pour justement changer un peu de paradigme économique. Voilà, merci. Merci.